chers élèves et les autres qui nous suivent ardemment et qui n'hésitent pas à poser des questions, et bienvenue à ce nouvel audio cours où nous allons continuer à parler de l'État à l'époque moderne, la construction de l'État. Et aujourd'hui, on va attaquer la troisième de nos 4 séquences. Remarque importante, on prépare le conseil de classe et donc je vous rappelle qu'on se retrouve en live, en direct, mardi, sur le créneau... non, c'est pas mardi, pardon, c'est jeudi. Donc on se retrouvera jeudi en direct, le 21, pour préparer le conseil de classe. Et notre conseil de classe, il aura lieu le lundi 25 mai de 14h, alors je regarde ça, excusez-moi, en même temps en ligne, de 14h à 15h45. Apparemment, comme le lycée est fermé aux élèves, les élèves seront pas présents, les délégués seront pas présents, alors ils seront peut-être invités virtuellement à le faire. Et il y aura un maximum de 5 enseignants qui seront présents, les autres seront en distanciel, où ils m'auront adressé un mot. De toute façon, on n'aura pas grand chose à raconter de plus, sinon à relever qui a travaillé sérieusement, ceux qui du moins ont pu travailler sérieusement pendant le confinement. Sachez que je comprends bien que pour certains c'était moins facile que pour d'autres. Mon voisin a travaillé pendant 3 jours à la meuleuse, et donc pour préparer notamment ce cours, je ne vous raconte pas à quel point ça pouvait être difficile, par exemple, même si on n'est plus en confinement. Où est-ce que vous voulez que j'aille travailler quand toutes les bibliothèques sont fermées? Et voilà, 3615 code de ma vie. Et là donc j'enregistre le soir, au moment où il ne travaille plus avec sa meuleuse. Et heureusement le soir il se repose. Mais il a le droit de travailler avec sa meuleuse, c'est pas le débat. Donc, on attaque, nous, la troisième séquence, c'est notre grand C, des freins aux aspirations absolutistes. Et comme d'habitude, on va se donner, comme d'habitude pour cette partie, on va se donner une périodicité. On va travailler nous de 1599 à 1661. Donc là, on prend une tranche de 62 ans qui est significative et on va essayer de faire comprendre pourquoi elle est significative au travers notamment de la problématique. Pourquoi il se passe quoi de 1599 à 1661? On peut se demander à quelles difficultés se sont heurtés les régnants du trône de France dans leur conquête de pouvoir. Voilà, ça c'est la problématique ambitieuse qu'on se donne. Alors j'aurais pu dire se sont heurtés les rois de France, mais il n'y a pas que les rois qui vont être au trône, on va le voir, il y a eu aussi les régences qui ont eu lieu, ce qui fait qu'en fait le roi trop petit ne peut pas régner. On a déjà parlé des régnances avec Catherine de Médicis, et là elles vont se répéter pour Louis XIII comme pour Louis XIV. D'où la nécessité ici de parler des régnants plutôt que du roi, pour bien introduire cette notion de complexité et de diversité de l'exercice du pouvoir. Et on va voir que le Premier ministre était pas un régnant, mais a lui aussi régné d'une certaine façon. Bon, régner, c'est pas le mot. Si un vrai historien de l'époque moderne me tirerait les oreilles. Mais a exercé, a fait l'exercice de l'État. Voilà, a exercé le pouvoir pour l'État. C'est une expression qui me convient. Petit 1, première partie, remettre l'État en fonctionnement. Remettre l'État en fonctionnement, donc c'est notre première partie ici. Il y aura 3 parties, et contrairement au cours bien dense que vous avez pu suivre la fois précédente, eh bien celui-ci sera moins détaillé. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, bien sûr. On est presque en première là, donc les cours sont évidemment plus volumineux qu'ils ne l'étaient en début d'année. Vous avez normalement compris là qu'il y a eu que ces dernières semaines, on est en train d'opérer la transition. Et l'objectif, c'est bien que vous vous entraîniez à prendre le mieux possible une prise de notes. Bon, on fait le bilan. Le bilan, c'est que l'État a traversé les guerres de religion. Il a survécu aux guerres de religion, mais il est dans une situation difficile. Le royaume, il est en ruine. On a des villages qui sont abandonnés, on a des paysans qui sont affamés, qui vont parfois se regrouper en groupes de pilleurs. Et puis ce qui est vrai dans les campagnes, qui sont encore les plus densément peuplées, hein, alors densément les plus peuplées,
À cela, il faut ajouter la situation dans les villes, avec beaucoup de chômage. Et donc, ce contexte, il est à prendre en situation. Il faut remettre l'État en fonctionnement. Si on s'intéresse aux histoires personnelles, entre guillemets, du roi, mais qu'ont à voir avec le pouvoir, eh bien, en 1600, le roi Henri IV, il divorce d'avec Marguerite. Et il va épouser Marie de Médicis, qui est bien plus jeune. Alors, Marie de Médicis, attention, parce qu'elle porte le même nom de famille que Catherine de Médicis. Donc ça, vous le notez pas, mais il y a pas de lien direct avec Catherine. Enfin, il y a bien un lien. Sinon, à la 7e génération, si on remonte en arrière. Donc, voilà, c'est pas directement quelqu'un qui est en lien avec Catherine de Médicis, c'est le même nom. Bon, l'intérêt d'épouser Marie de Médicis, c'est qu'elle a une grosse dot. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont amener beaucoup d'argent lors de ce mariage, notamment François, qui est le père de Marie de Médicis, qui est le duc de Toscane. Le grand duc de Toscane. Intéressons-nous maintenant au document 1 de la fiche, une fiche qui est en ligne dans le cahier de texte. Et on revient en arrière. On revient en arrière parce qu'on est sur un texte ici qui a été écrit par François Othman, un juriste calviniste, un protestant donc, qui est né en 1524, qui est mort en 1590, dans un livre qu'il appelle Franco-Gallia, enfin un livre, un essai, à l'époque, les livres ils sont pas aussi volumineux qu'aujourd'hui. On imprime et donc on imprime des textes qui font pas trop de pages, des essais souvent. Et il est écrit en 1574 dans le contexte de la guerre de religion et après le massacre de la Saint-Barthélemy. Et il revient ici, François Othman, sur la puissance du peuple par rapport à la puissance du roi. Alors, lisons ce texte. En ce temps, la souveraine et principale administration du royaume des Francs gaulois appartenait à l'Assemblée générale de toute la nation qu'on a appelée depuis l'Assemblée des trois États. Par où il ressort que le peuple de France n'était anciennement obligé de garder d'autres lois que celles qui avaient été autorisées par ses voix et suffrages. Il ressort par toutes les annales de France que le peuple a eu plein pouvoir de déposer les rois quand il l'avait desservi. Il n'y a point de si juste ni de si nécessaire sédition que lorsque le peuple foulé et opprimé par la cruauté d'un tyran va demander le secours à toute la communauté des citoyens légitimement assemblés. Dans ce texte, il y a une idée. Il y a une idée séditieuse, entre guillemets. L'idée, c'est que l'autorité royale, elle est remise en question. On en avait parlé, hein. Donc, la guerre de religion, ça il faut le noter, hein, la guerre de religion, elle a remis en cause l'autorité royale. On le voit dans ce texte-là. Il y a une remise en cause de l'idée royale. Et l'idée qui est défendue par François Othman, ici, qu'il faut noter, c'est que l'idée d'une monarchie élective, elle a opéré sa séduction. Chez les protestants, on vient de le voir avec François Othman, mais si on lisait, il y a d'autres sources qui nous montraient, des écrits catholiques, on retrouverait la même idée, hein, et l'idée de, tiens, pourquoi, après tout, on n'aurait pas comme roi le duc de Guise, plutôt que Charles IX, ou que Henri III, l'idée, elle a fait son chemin. Bon, donc, ça, il faut le noter. On s'intéresse maintenant à un deuxième document, un deuxième texte. Ici, on fait un bond dans le temps parce qu'on revient sur Henri IV, et Henri IV, c'est le moment où il harangue le Parlement de Paris en 1598, c'est-à-dire qu'il va le prendre à partie, le Parlement de Paris, au moment de l'édit de Nantes. Hein. Alors, le texte, il est compliqué, je vous laisse le lire, réfléchir dessus, puis après, on en reparle. Donc, le document 2 de la fiche. Ce document qui est difficile évidemment parce qu'on est ici sur une retranscription d'un texte ancien avec des mots qui vous sont peut-être étrangers entre guillemets. Alors il y en a un ou deux qui est traduit, mais sinon prenez un dictionnaire puis prenez le temps de l'étudier le texte. Hein. C'est un réflexe qu'il faut avoir à chaque fois que vous êtes face à un mot inconnu. On le voit ici, le roi, il arrive et il dit bon c'est comme ça. Hein. C'est moi qui ai décidé, vous êtes là pour enregistrer, c'est un petit peu la tenue de son discours. Et puis s'il y en a qui sont pas contents,
et bah je m'occuperai d'eux. Évidemment, il le dit avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de retenue, mais c'est le message général qui est ici. Vous existez, mais vous êtes là pour aller dans le même sens que moi. Moi, je suis choisi par Dieu. Hein, il n'y a pas l'intégralité de ce qu'on appellerait aujourd'hui une retranscription du texte, mais qui n'est pas exactement cela. Il y a une part d'interprétation par les sources par rapport au discours, mais il y a cette volonté ici d'asseoir son pouvoir. Bon, on note quoi? On note que pour restaurer son autorité, Henri IV, il va, par exemple, haranguer directement le Parlement de Paris en 1598. Il veut que l'édit de Nantes soit adopté, donc il va faire tout pour pas qu'il y ait de court-circuit. Hein, rappelez-vous, l'édit qui avait été court-circuité et qui avait déclenché la Première Guerre mondiale. Enfin, pas l'édit, mais c'est le massacre de Vassy, mais le Parlement de Paris avait mis longtemps à enregistrer cet édit qui accordait de la tolérance aux protestants. Henri IV, il fait quoi? Henri IV, il va pas convoquer non plus les États généraux. Donc, pas d'états généraux, pas d'opposition de la part des princes et des grands officiers. Ensuite, il va restreindre les gouverneurs de province à leur simple fonction militaire. Pas de fonction politique, fonction militaire. Et puis voilà. Donc Parlement. Parlement, c'est une expression à noter dans vos cahiers. Enfin, pas une expression, mais c'est un mot à noter. Voilà, le cours ressemble plus à rien là parce que je tourne en rond. Excusez-moi. Donc, nous disions Parlement à noter dans vos cahiers. Alors, il y a deux autres diapositives que je vous invite ensuite à regarder. La diapositive numéro 2 et la diapositive numéro 3. La diapositive numéro 1, c'était le document 1. Et avec ces diapositives, on a deux têtes, entre guillemets, deux visages qui sont présentés ici, le visage de Sully et le visage de Laffemas. Alors, Sully S-U-2-L-Y et Laffemas L-A-2-F-E-M-A-S. Pourquoi? Parce que c'est des conseillers importants d'Henri IV qui vont marquer aussi leur empreinte. Avec l'aide de Sully, Maximilien de Sully, eh bien, il y a une modernisation de l'agriculture qui est entreprise. L'idée, c'est d'aider les agriculteurs, notamment en diminuant les impôts, hein, et à la recherche et la volonté de moderniser l'agriculture. Il y a aussi un travail sur la circulation des produits. On va rénover les routes, on va rénover les ponts, on va entreprendre des canaux avec cette idée qu'il faut permettre aux biens et aux personnes de circuler plus facilement. Et puis Barthélemy Laffemas, lui, va mettre en place un projet mercantiliste. Alors on reviendra plus en détail avec Colbert sur le mercantilisme, mais Colbert, il s'inspire de travaux qui ont déjà existé avant lui, donc il y avait Laffemas qu'on oublie un petit peu, parce que Colbert va lui faire beaucoup d'ombre après, et l'idée c'est qu'il faut équilibrer les comptes de l'État. Comment? Eh bien, d'abord en essayant de n'acheter à l'extérieur que des matières premières. Ou évidemment d'en acheter encore moins en produisant directement sur son territoire. Alors par exemple, pour avoir plus de matières premières, pour pouvoir faire de la soie par exemple, l'idée de Laffemas, ça va être de développer des magnaneries et des plantations de mûriers un petit peu partout pour que partout on puisse produire de la soie. On va avoir un développement des manufactures qui va dans le même ordre d'idées. Donc le projet ici, qui sera renforcé plus tard avec Colbert, avait déjà commencé. Autre document qui nous intéresse, c'est la diapositive numéro 4, qui est une carte. Une carte de quoi? Eh bien une carte du territoire dont prend possession, territoire colonial dont prend possession Champlain. Champlain, c'est C-H-A-M-P-L-A-I-N. Il y a déjà eu d'autres voyages de découverte entreprises par Jacques Cartier, C-A-R-T-I-E-R, précédemment, qui a découvert donc le nord de l'Amérique, une zone qu'on appelle aujourd'hui le Canada et le Saint-Laurent, et c'est le territoire sur lequel va s'implanter Champlain, qui donnera a posteriori le Québec et nos cousins québécois. Donc il y a une politique d'exploration qui accompagne également ce règne avec la fondation d'une colonie par Champlain
dans l'actuel Canada. Bon, gardons quand même en mémoire, ça vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais qu'Henri IV, il croit pas trop aux colonies. C'est pas Louis XVI. Hein. Louis XVI, il est passionné par les voyages. Bon, Henri IV, il est beaucoup plus terre à terre là-dessus. Il se consacre. Pour lui, l'urgence, c'est pas l'extérieur, c'est d'abord restaurer l'État. Bon, diapositive numéro 5. Qu'est-ce qui lui arrive au bon roi Henri, entre guillemets? C'est qu'il va, comme les autres, mourir. Mais il va pas mourir comme tout le monde. Pourquoi? Parce que lui aussi, il va être victime d'un assassinat. Alors, pour parler de cet assassinat d'Henri IV, qui a lieu donc en 1610, j'ai mobilisé ici une représentation qui est bien postérieure à l'époque qu'on utilise. C'est-à-dire que c'est une représentation qui date de 1866. Et alors, il est tué par un catholique, Ravaillac, et quand on voit les personnages, on est ici dans la dramatisation, entre guillemets, de l'acte. Les passants et les gens présents se rendent compte c'est quelqu'un de très important qui est en train de mourir. Il y a une profondeur dramaturgique qui est donnée à l'œuvre, qui est l'interprétation postérieure de cette mort d'Henri IV, qui est vécue comme un traumatisme. Et pourquoi? Parce que longtemps après, on continue à le considérer et à en parler avec cet attribut de bon roi. Ce qui est important de retenir ici, c'est que ce meurtre par un catholique, il ne va pas enclencher de nouvelles guerres de religion. Alors même, rappelez-vous qu'Henri IV, c'était quand même un protestant qui s'était fait catholique pour survivre, qui était redevenu protestant et qui est redevenu catholique pour pouvoir accéder au trône. Hein. Il y a l'autre fait important à retenir ici, c'est que finalement les Français, ils vont regretter le roi en oubliant ce côté protestant qu'il avait pu avoir. Alors évidemment, sauf les intégristes qui ont organisé son attentat et qui continuent à en vouloir aux protestants. Mais la majorité de la France, il n'y aura pas de nouvelle guerre de religion, c'est que les choses se ne sont pas si mal passées que cela. Voilà, ça c'était notre première partie, on va attaquer maintenant la suite. Cette seconde partie, elle a pour titre « Redonner de l'autorité à l'État ». Louis XIII va succéder à Henri IV. Sauf que Louis XIII, au moment où son père est assassiné, il a 9 ans. Et c'est donc sa mère qui va assurer la régence. On a une peinture qui est intéressante à étudier, à laquelle je vous enjoins de cliquer, entre guillemets, par le cahier texte électronique, c'est la diapositive numéro 6. C'est une peinture de Rubens, qui date de 1621, donc bien après 1610, 19 ans plus tard, et on y voit sur cette peinture Henri IV partant à la guerre et qui confie la régence à la reine par l'intermédiaire du globe. Donc on est sur une peinture a posteriori dans laquelle la reine fait la promotion. C'est une commande qu'elle a faite au peintre, donc il y a le temps de la réalisation de la peinture, et dans laquelle elle se met en scène comme « Je suis légitime pour exercer l'État puisque regardez, mon mari m'a confié son pouvoir, m'a confié le pouvoir au moment où il partait en guerre. » Donc, la régence va être assurée par la mère Marie de Médicis. Mais elle ne le fait pas toute seule, elle va être accompagnée par un couple d'Italiens, enfin par un Italien, Concini, qu'elle a choisi, et petit à petit, eh bien, elle va s'accaparer, ils vont accaparer le pouvoir royal, alors qu'il n'y a pas de roi. Et comme il n'y a pas de roi en train de régner, et que c'est une reine, des conseillers, petit à petit, ça va réveiller les appétits des grands seigneurs et des princes. Ça, Louis XIII, il va grandir petit à petit, et puis quand il va arriver à l'âge de 16 ans, il est un peu contrarié par la situation, et il va prendre le pouvoir par la force. Évidemment, il y a plein de militaires qui sont prêts d'hommes d'armes qui sont prêts à le suivre. Il fait tuer Concini, et il écarte sa mère, il lui dit « Tu t'occupes plus de mes affaires,
c'est moi qui règne dorénavant. Il va pas régner seul parce qu'il va nommer en 1624 le cardinal de Richelieu comme premier ministre. Richelieu, vous pouvez en voir une représentation, c'est dans la diapositive numéro 7. C'est une peinture à l'huile ici de Philippe de Champaigne qui date du XVIIe siècle. On peut la voir à la chancellerie des universités de Paris. Et Richelieu, on le voit ici, va être une personne importante qui est dans la posture de l'intellectuel ici, mais si vous représentez c'est pas le bon terme, mais la diapositive qui sert d'illustration à cet audio court, le montre ici dans une posture guerrière. Donc le cardinal, c'est un homme d'église, qui va consacrer pourtant sa vie ici au fonctionnement de l'État. Donc, le cardinal de Richelieu, une fois qu'il va être nommé Premier ministre, avec le roi, il va entamer une lutte. Déclinons cette lutte, parce qu'elle elle a l'adresse de plusieurs groupes. D'abord, il va entamer une lutte contre les factions protestantes. Ça, entre guillemets, c'est le premier point qu'on va développer. L'objectif, c'est de les démilitariser et d'empêcher les projets qui sont en train de mettre en place avec l'Angleterre et qui concernent les territoires dans lesquels ils sont majoritaires. À cet effet est organisé par exemple le siège de La Rochelle. En fait, il y a un objectif, c'est celui de la confiscation des places fortes. Alors, le siège de La Rochelle, c'est la peinture qui illustre cette audio capsule où on voit ici la représentation de Richelieu. Richelieu, c'est aussi celui qui va essayer de moderniser la marine française, qui va développer la marine. Et puis il y a aussi une guerre qui est à l'adresse de ces factions protestantes dans les Cévennes. Il y a une soumission qui va être actée par l'édit de Grasse, c'est le nom qu'on lui donne, on l'appelle aussi l'édit d'Alès, qui est contracté en 1629. En fait, cette soumission, elle va retirer le privilège des places fortes qui avait été accordé par l'édit de Nantes aux protestants. Mais il conserve la liberté religieuse, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur le fait que les protestants aient le droit de croire. Alors le droit, c'est pas exactement ça, qu'on accepte qu'ils aient une religion hérétique. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait formuler les choses. Bon, on pourrait se dire, c'est une guerre de religion après tout qui entame le cardinal de Richelieu. En fait non, parce que c'est pas une guerre à l'adresse des religieux sur le fond. En fait, le but c'est vraiment d'empêcher la naissance d'un État dans l'État. C'est pas de transformer des gens qui croient pas dans la bonne foi, c'est faire une guerre contre le pouvoir qu'ont acquis des gens qui sont d'une autre foi. Il y a une petite nuance. Deuxième lutte entreprise, donc deuxième point dans la lutte ici entreprise par Richelieu aux côtés de Louis XIII, c'est la lutte contre la famille des Habsbourg. On a déjà parlé des Habsbourg, donc je vais pas m'appesantir là-dessus, mais on est dans une situation en mai 1935 où la France, elle entre dans la guerre de 30 ans. En fait, il y a un grand conflit qui a lieu en Europe centrale. Alors, Europe centrale, c'est un grand mot, ça vous donne pas trop d'indications, mais dans l'actuelle Allemagne, la Pologne, la Tchécoslovaquie, et puis pour la France, dans les combats qu'elle va entreprendre, contre les Pays-Bas espagnols, et puis contre l'Allemagne de Turenne en s'attaquant au duché de Bavière. Ça, c'est des opérations qui vont être organisées par la France. Mais celles qui nous intéressent le plus ici, c'est celles qui sont entreprises dès 1635, donc c'est vraiment les Pays-Bas espagnols qui sont attaqués. Bon, la guerre de 30 ans, elle a déjà commencé avant. En fait, c'est un conflit qui a débuté en 1618, et la France, ici, elle va rentrer, et c'est toute la particularité, du côté des protestants dans ce conflit pour empêcher la reconstitution de l'empire qu'avait eu Charles Quint précédemment. Donc le but, c'est d'empêcher ici les Habsbourg de devenir plus puissants. C'est l'idée. Indirectement, c'est l'une des idées qu'avait défendu à une autre époque Gaspard de Coligny, cette guerre contre le trône d'Espagne.
Ça, c'est la deuxième lutte. Pour parler de la troisième lutte, on va s'intéresser à la diapositive numéro 9. La diapositive numéro 9, vous la retrouverez dans le cahier de texte. Et cette diapositive, elle montre deux suppliciés, enfin un supplicié, l'exécution du marquis de 5 mars, qui sera tué avec son ami, entre guillemets, tout. Et pourquoi on les exécute? Eh bien parce qu'ils ont comploté. Ils ont cherché à prendre le pouvoir du roi. Le règne de Louis XIII, il est marqué par les complots, qui ont été bien souvent romancés par Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires, l'affaire des diamants, etc. Donc on est dans quelque chose qui a été très romancé, mais il y a eu des grands complots et des grands comploteurs. En fait, les grands seigneurs militaires, on va y revenir, ils ont comploté contre le roi. Et plusieurs d'entre eux se sont fait arrêter, poursuivre et exécuter. Et ça va loin parce que même la mère du roi, elle a comploté pour essayer de reprendre le pouvoir, Marie de Médicis, au point où elle est elle-même arrêtée, emprisonnée. Bon, elle finira par fuir plus tard, et le roi ne revit jamais sa mère. Ou la mère ne revit jamais son fils. C'est une autre façon de présenter les choses, mais au final c'est pareil. Donc, il y a cette triple lutte contre les factions protestantes, contre la famille des Habsbourg et contre les grands comploteurs. Et ce sont 3 combats, entre guillemets, qui vont être rondement menés par Richelieu. Et donc au final, cette lutte contre les comploteurs et contre les grands seigneurs, eh bien, elle a permis au roi d'affirmer son autorité sur les grands. Alors les grands, c'est une expression qu'on emploie et qu'il faut définir. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot des grands et qu'on recopie dans nos cahiers? Eh bien en fait ce sont les membres de la haute noblesse. Ce sont ceux qui descendent des grandes familles féodales et qui ont exercé des services d'ordre militaire pour le roi. Alors, on peut prendre un exemple aussi, en plus des comploteurs. Il y a beaucoup de duels à l'époque, à l'épée. Il y a beaucoup de films de cap et d'épée qui se déroulent dans ce contexte du XVIIe siècle. Et pour Richelieu, c'est un peu compliqué, comme pour Louis XIII, parce que ça génère pas mal de morts dans la noblesse. Et donc, comme il y a trop de duels, eh bien, il y a un édit qui est mis en place en 1626 pour interdire les duels. Et ben, le lendemain de cet interdit, on a un noble, le comte de Montmorency-Bouteville, qui va se battre en duel, comme par bravade, comme pour dire, regardez, moi je suis au-dessus de la loi et je vais quand même me battre en duel. Et ben, que va faire le roi? Et ben, le roi, il va le faire décapiter. Le seigneur des seigneurs, entre guillemets, c'est moi. Je suis l'autorité. Bon, et puis les grands, ils vont aussi être écartés du Conseil d'État, au profit d'un autre type de nobles dont on reparlera tout à l'heure. Ce sont les nobles d'Europe. Donc, ça on le note, finalement on note que Louis XIII et Richelieu, ils vont s'appuyer sur la noblesse d'Europe. Ce sont ceux qui ont acquis ou qui descendent de ceux qui ont acheté un office. Et ces offices qui sont vendus et qui sont transmissibles, ils ont permis de gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y a plein de grands bourgeois qui vont acheter ces offices, et ça a permis des rentrées économiques importantes dans le budget de l'État. Autre diapositive qui nous intéresse, la diapositive 10. Cette diapositive, c'est un pont qui est à côté de Privas, dans l'actuelle Ardèche. Ce pont, on lui a donné le pont de Louis XIII, il est au-dessus de Louvèze, et il est une représentation ici des travaux de réfection des routes qui sont poursuivis par Louis XIII. On avait vu que Sully les avait entamés, eh bien ils continuent, et ils seront même accentués encore dans les règnes suivants. Quand on parlera de Louis XIV, on reviendra sur cette politique de construction des routes. Autre création, à défaut d'un pont, celle de l'Académie française dont on peut parler. C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail sur la promotion d'une langue française.
on le voit souvent comme la promotion de la langue de l'Île-de-France. Vous vous rappelez de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, bah là, ça va encore plus loin. Il faut une langue française et on essaye de faire en sorte que le français soit de plus en plus parlé à l'intérieur du royaume. Il y a cette idée de un royaume, une langue. Bon, ça sera jamais vraiment effectif. Je vous rappelle qu'au début de la Première Guerre mondiale, il y a encore plein de patois très différents à l'intérieur du territoire français. D'ailleurs, la Première Guerre mondiale a contribué à fixer une langue française. Bon, alors on la voit souvent comme l'autorité de la langue de Paris sur le reste des langues françaises. Il faut voir aussi que l'idée de l'Académie française et de Richelieu, c'est d'intégrer aussi tous ces façons de parler le français qui est à droite et à gauche. Pourquoi la langue française est si riche en synonymes? C'est notamment parce que l'Académie française va répertorier les différentes façons de dire les choses dans le royaume de France, et ça va faire qu'on a autant de synonymes. Ça fait la richesse de la langue française, finalement. Voilà, bon, ça c'était pas à noter, mais ce qu'il fallait retenir, c'est qu'il y a la création de l'Académie française qui travaille sur la promotion d'une langue, d'une pureté, entre guillemets, de la langue. Bon, il y a aussi l'ouverture sur l'extérieur. Une politique coloniale est entreprise sous Louis XIII. La France va prendre possession des Antilles, enfin de certaines des îles des Antilles, Martinique, Guadeloupe. C'est des possessions depuis 1635. Il y a aussi des tentatives de politique coloniale qui sont entreprises ailleurs. 1643, création de Fort Dauphin, dans le sud-est, de Madagascar. Eh oui, j'ai réussi ma mission de caser Madagascar dans cette audio capsule. C'était pas acquis, mais vous voyez que finalement, j'ai réussi. Oui, si vous avez bien suivi toutes les audio capsules, la dernière fois sur les guerres de religion, j'ai pas réussi. Bon, on passe à la dernière partie, petit 3, la Fronde, une contestation massive de l'État. Contestation massive de l'État. 1642, Richelieu meurt. Bon, il avait déjà désigné son successeur, un autre cardinal, Mazarin. M-A-Z-A-R-I-N. Mazarin, il avait travaillé aux côtés du pape, donc il s'y connaît déjà un petit peu en politique, et c'est pas par hasard que Richelieu va présenter à Louis XIII Mazarin en lui disant voici quelqu'un qui irait bien avec l'exercice du poste de Premier ministre. Un poste de Premier ministre qui avait été créé pour Richelieu, entre guillemets. C'était la première fois qu'on avait un premier des ministres. Un politicien, entre guillemets, qui est là pour conseiller le roi. Mazarin et Louis XIII, c'est pas un couple, entre guillemets, qui va fonctionner longtemps, pour une raison simple, c'est qu'en 1643, cette fois, c'est Louis XIII qui meurt. Or, au moment où Louis XIII meurt, son fils, celui qui est voué à prendre la succession, Louis XIV, il n'a pas encore 5 ans. D'où la régence. Nouvelle régence. Elle va être assurée par sa mère, Anne d'Autriche, avec Mazarin. Bon, alors il y a des rivalités entre, au début on veut pas que ça soit Anne d'Autriche, mais Anne d'Autriche elle veut exclure Mazarin, mais finalement elle l'exclut pas. Bon bref, il y a ici un épisode des feux de l'amour entre guillemets qu'on pourrait détailler, mais dans lequel je ne vais pas revenir parce que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'exercice du pouvoir. Alors diapositive, on s'intéresse à une diapositive importante, c'est la diapositive numéro 11. C'est un graphique, la diapositive numéro 11. Un graphique qui représente les finances de l'État. Or, on se rend compte que les finances de l'État, elles se portent pas si bien que ça. Notamment parce que des emprunts ont été contractés. Et ces emprunts, ils sont contractés à cause de la guerre. Et l'un des moyens de remettre des sous dans la caisse, on l'a vu, c'est de vendre des offices. Et vous voyez sur ce graphique que la vente d'office, ça fait quand même des rentrées d'argent conséquentes dans le budget d'État. Mais l'autre moyen, ça va être d'augmenter les taxes pour rembourser ces emprunts qui ont fait décoller le budget de l'État. Or, les taxes, c'est pas le truc le plus populaire vis-à-vis de la population. Je vous donne à faire un travail en autonomie, les questions 1 et 2 de la page 181. C'est parti! Voilà,
On fait le corrigé de ce travail en autonomie, jouer le jeu sérieusement. Hein. Bon, à la première question. Il y a qui chez ces frondeurs? Il y a d'abord des parlementaires. Hein, on a des intendants, donc des gens qui appartiennent à la noblesse de robe. Et la noblesse de robe, c'est celle qui est au service de l'administratif du roi, on l'a vu. Parmi les frondeurs, il y a des princes qui appartiennent à la haute noblesse, la noblesse d'épée. En fait, la plus ancienne des noblesses, celle qui exerçait le service militaire. Hein, ils descendent des grands princes qui étaient les vassaux du roi, si on remonte dans le temps. Et puis on a aussi parmi les frondeurs le peuple, les Parisiens notamment, qui sont mécontents des impôts et des taxes qu'ils doivent payer, tout comme le recul des privilèges qu'il y avait à l'intérieur de certaines des villes. Alors pourquoi ils se révoltent? Bon, j'ai déjà, avec les Parisiens ici, fait la transition. Pourquoi ils se révoltent à Paris? Contre les taxes, et puis aussi l'idée qu'on va perdre des avantages fiscaux. Du côté politique, et la population se révolte aussi parce qu'il y a cette idée que les édits vont plus être vérifiés par les intendants, et ça, on l'accepte pas. On veut que les édits soient vérifiés par les intendants. Les révoltes, elles sont aussi motivées par le fait qu'il y ait des arrestations arbitraires. Et on veut arrêter ces arrestations arbitraires. Finalement, derrière cette révolte, il y a aussi une révolte contre la tyrannie des rois absolutistes. Bon, l'absolutiste, c'est en lien, c'est la même famille que l'absolutisme, et c'est le mot que je veux que vous recopiez maintenant dans vos cahiers, à partir de vos livres. Voilà, c'est fait. Un mot qu'on va beaucoup utiliser dans la séquence prochaine. Bon, au final, il arrive quoi au frondeur? Si on regarde le document 4 de la page 181, on se rend compte que ces frondeurs, ils vont être défaits. Ça va mal se finir pour eux. Et la Fronde, donc qui a duré de 1648 à 1653, elle a menacé l'État. Mais au final, elle a appauvri le peuple et elle a permis le renforcement de l'absolutisme du pouvoir central. Sauf que, rappelez-vous, pour l'instant, c'est Mazarin qui organise l'État. Ça va pas durer longtemps parce que Louis XIV va arriver, et ça, c'est l'histoire que nous raconterons lors de la prochaine audio capsule. Voilà, merci d'avoir écouté attentivement cette capsule. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter le mardi matin et le jeudi matin de 10h à 13h pour que je réponde à vos questions. Jeudi prochain, on se voit nous à 11h30 pour discuter et préparer le futur conseil de classe. La rentrée est prévue, donc elle aura lieu pour vous si la rentrée il y a. Le président de la région a dit qu'il voulait pas avoir les lycées, mais finalement on l'a pas entendu depuis. C'était peut-être pour négocier le budget de la région avec l'État, un moyen de mettre la pression, je ne sais pas. Normalement, donc si le lycée ouvre, ça sera pas tous les jours comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y aura certains jours pour certaines classes, à certains endroits, à certains moments, vous devrez manger dans la salle de classe. Je ne sais pas si vous aurez le droit de sortir pour fumer, etc. Il y a des espaces de circulation qui sont prévus, il y a du gel et des masques. Est-ce que tous les profs seront là? Non, parce qu'il y a des profs qui ont des problèmes de santé, il y a des profs qui sont âgés, entre guillemets, et il y a des profs qui sont enceintes parfois, donc eux évidemment ils vont pas venir. Les bus, je sais pas s'ils vont circuler, donc il y a encore pas mal d'inconnus d'ici la rentrée, et surtout il y aura pas les conseils de classe auront été achevés. Et en général, je sais que vous aimez pas trop venir après les conseils de classe. Alors ceux qui seront là, on pourra faire un travail, mais alors attention, on n'a pas le droit de vous distribuer de photocopies. Vous n'avez pas le droit de vous prêter des livres, vous devrez manger dans la salle de classe, mais ça j'ai déjà dû le dire. Je me répète, il y a tout un protocole très particulier qui a été communiqué normalement à vos parents. Donc en fait, moi je serai assis sur un bureau, loin de vous, vous serez assis à votre place, et puis je ferai un cours magistral
où on fera des exercices, mais je pourrais pas venir à côté de vous pour corriger l'exercice. Donc voilà. Voilà le programme très réjouissant. On est les premiers à en pâtir finalement. Peut-être que si on nous mettait des outils pour faire cours en ligne et pouvoir surveiller vos exercices, ça serait peut-être un petit peu plus profitable. Bon, moi j'ai voulu avancer dans le programme. J'ai peut-être eu tort, j'ai peut-être eu raison, je ne sais pas. Nous verrons tout cela. Bah, je ne sais pas si on le verra, mais on le saura plus tard. Merci de votre attention. Rendez-vous pour la prochaine audio capsule. Portez-vous bien. Au revoir.